Sous le vent violent de février, le palais royal de Madrid fut ravagé. Depuis la fenêtre de sa chambre, Isabelle Maria Eugénia de Habsbourg, alors âgée de 17 ans, regardait les jardins disparaître sous un épais manteau de neige. Sa vie était confinée entre ses murs, et seules les fenêtres, où les instructions de ses tuteurs permettaient d'apercevoir l'existence au-delà du palais. Le doux murmure des jupes rompit le silence, tandis que Doña Mercedes de Mendoza y Toledo, la fidèle dame d'honneur d'Isabelle, s'approchait avec une dignité solennelle. « Votre Altesse », dit-elle en s'inclinant légèrement, « le roi a requis votre présence dans la salle du conseil. » Isabelle se retourna lentement, chaque mouvement étant laborieux en raison de sa condition physique et de la lourdeur de ses robes de cour qui n'offraient guère de répit à sa difformité. « Mon père requiert ma présence maintenant ?» demanda Isabelle, l'incertitude tintant sa voix. « A-t-il évoqué l'objet de cette urgence ?»« Grâce, madame, c'est crucial pour la monarchie. » Un léger soupir s'échappa des lèvres d'Isabelle, consciente que l'appel de son père signifiait des décisions qui changeraient chez sa vie. Avec l'aide de Mercedes, elle se prépara pour l'audience. Les domestiques ajustèrent le corset unique destiné à lui redresser le dos, un appareil douloureux qui avait toujours échoué. Ils la parèrent d'une opulente robe de velours bleu nuit, ornée de fils d'or et de bijoux, un chef-d'œuvre conçu pour masquer sa colonne vertébrale déformée. Tandis que les servantes la coiffaient, Isabelle contempla le miroir argenté. Son visage reflétait la beauté typique des Habsbourg, peau ivoire, tresses châtain et yeux d'un bleu profond. Cependant, lorsque son regard baissa, le reflet révéla sa vérité cachée. La silhouette déformée de son dos qui s'aggravait d'année en année. Une malédiction murmurée, le prix supposé des incessantes manœuvres politiques de sa famille. Finalement, la servante la plus âgée posa une délicate couronne de perles sur sa tête. « Êtes-vous prête, Votre Altesse ?» Accompagnée de sa suite, Isabelle traversa les vastes couloirs du palais. Les courtisans s'inclinaient à son passage, mais leurs regards, certains emplis de pitié, d'autres d'un dédain dissimulé, la touchaient de profondément. Depuis son enfance, on lui avait appris à ignorer ces regards, arborant la dignité de son rang comme un bouclier contre la cruauté inavouée de la cour. Les gardes ouvrirent les immenses portes en chêne de la salle du conseil. À l'intérieur, son père, le roi Philippe IV d'Espagne, était assis sur son trône, entouré de ses conseillers les plus fidèles. À ses côtés se tenait le comte-duc d'Olivar, l'influent ministre du roi, dont l'influence s'étendait au moindre recoin de la politique espagnole. « Approchez-moi, ma fille », ordonna le roi d'une voix sévère mais teintée d'affection. Isabelle avançait la tête haute, même si chaque pas trahissait sa difformité. Elle s'arrêta à quelques pas du trône et s'inclina profondément, un geste qui lui provoqua un vif pincement au dos. « Majesté, mon père, je me présente ici comme vous me l'avez ordonné », répondit-elle d'une voix posée. Le roi la scruta d'un regard complexe, empli d'inquiétude, d'obligation et du détachement calculé qu'exigeait sa position. « Isabelle, commença-t-il, nous vous avons convoquée pour vous révéler une décision qui aura des conséquences non seulement sur votre avenir, mais aussi sur le sort de l'Espagne elle-même. Après de longues négociations et de mûres délibérations, votre mariage a été planifié. » Un profond silence s'abattit sur la pièce. Isabelle, figée, son cœur battait la chamade. Elle attendait ce moment depuis longtemps. Pourtant, secrètement, elle nourrissait l'espoir que son corps imparfait lui éviterait de devenir une pièce d'échec de plus dans les jeux dynastiques européens. « Vous épouserez votre cousin l'archiduc Léopold Charles d'Autriche », annonça le roi, descendant de mon frère, l'empereur Ferdinand Ier. Cette union renforcerait nos liens familiaux et consoliderait notre domination au sein de l'Empire. Isabelle semblait essoufflée. Épouser des proches était une pratique courante au sein de leur lignée, comme chez les Habsbourg, depuis des générations pour préserver le pouvoir. Pourtant, elle était consciente de la sombre réalité évoquée par les professionnels de la santé. Cette coutume était à l'origine de sa déficience et d'autres affections affectant sa famille. Olivars s'avança, s'inclinant subtilement. Isabelle comprit le code. Personne ne parlait ouvertement de sa difformité, mais elle était évidente pour tous. C'était le rappel brutal de l'obsession de leur famille pour les mariages intrafamiliaux. « Quand dois-je partir pour Vienne, père ?» demanda-t-elle sereinement, malgré une tempête intérieure. « Vous n'irez pas à Vienne, répondit le roi. L'archiduc se rendra plutôt à Madrid. Dans 3 mois, le mariage aura lieu ici. Ensuite, vous établirez votre cour aux Pays-Bas, où il régnera à notre place. » Isabelle inclina la tête. Princesse espagnole, elle avait été éduquée à obéir, privilégiant le bien-être de la monarchie à ses caprices personnels. Cependant, le ressentiment grandissait en elle. Cette coutume qui l'avait affligée allait désormais se perpétuer chez sa descendance. Après l'audience, Isabelle se retira dans sa chapelle privée. À la faible lueur des bougies, elle s'agenouilla péniblement devant l'autel. « Pourquoi cela doit-il persister, Seigneur ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues.
Ne voyez-vous pas la douleur que cela cause ?» Elle se souvint des discussions à voix basse entre les médecins de la cour, pensant qu'ils sous-estimaient son attention. Ils parlèrent de sa bosse, conséquence de générations d'inceste. Ils mentionnaient des membres de sa famille aux mâchoires déformées, des oncles au menton proéminent, des nièces qui peinaient à marcher. Elle n'était pas la seule à souffrir. Son propre père luttait contre la mélancolie et la fragilité. L'héritier décédé, leurs parents par le sang, périt d'une maladie congénitale que les médecins attribuaient au patrimoine génétique familial. La porte grinça en s'ouvrant et Doña Mercedes entra discrètement, s'agenouillant à ses côtés. « Altesse, murmura-t-elle, vous devez vous préparer pour le festin de ce soir. L'envoyé impérial sera présent et le monarque exige votre présence. » Isabelle essuya ses larmes et hocha la tête. Le devoir arrivait toujours sans prévenir. « Mercedes ?» demanda-t-elle tendrement en se levant. « Avez-vous des informations sur mon fiancé ? Je n'en sais rien personnellement, Votre Altesse, mais j'ai entendu dire qu'il apprécie la culture et la musique. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. On raconte aussi qu'il arbore la mâchoire caractéristique des Habsbourg. Un sourire ironique étira les lèvres d'Isabelle. La fameuse mâchoire des Habsbourg, un autre héritage de nos unions maudites. Au moins, songea-t-elle, son futur époux porterait l'emblème visible des choix de notre dynastie. Ce soir-là, lors du grand festin, Isabelle occupait le siège surélevé tandis que les nobles tendèrent le cou pour l'apercevoir, veillant à ne pas lorgner sa colonne vertébrale tordue. L'envoyé impérial, rondouillard, au nez crochu semblable à de nombreux portraits des Habsbourg, lui lança un regard compatissant qu'elle feignit d'ignorer. La conversation était abondamment élogieuse envers l'archiduc Léopold Charles et la puissance stratégique du pacte matrimonial. Aucune mention, cependant, n'était faite des perspectives de santé de la progéniture. Isabelle discernait de l'appréhension dans le regard de plusieurs courtisans qui n'osaient pas exprimer leurs craintes à voix haute. Après que ces dames d'honneur lui eurent retiré ses vêtements, Isabelle prêta secrètement serment. Bien qu'elle ne puisse échapper à son destin, peut-être pourrait-elle le contraindre. Elle chercherait le soutien des médecins et des érudits. Elle s'informerait sur les conséquences de la consanguinité et un jour pourrait être convaincre la couronne de conclure des alliances. Au-delà du cercle restrictif de la lignée des Habsbourg, les alliances se révélèrent non seulement prudentes, mais essentielles. Avec une faible lueur d'espoir, Isabelle ferma les yeux tandis que la neige persistait à recouvrir Madrid, le palais enveloppé d'un silence blanc et paisible dissimulant dans sa forteresse les blessures d'une dynastie où les difformités étaient considérées comme des malédictions rarement évoquées à voix haute. Alors que le printemps s'installait à Madrid, les préparatifs du mariage royal atteignirent leur paroxysme. Le palais bourdonnait d'activité. Tailleurs, bijoutiers, décorateurs, tous travaillèrent sans relâche pour faire de l'union de la princesse Isabelle Marie-Eugénie et de l'archiduc Léopold Charles un spectacle inoubliable de l'histoire espagnole. Dans ses appartements, Isabelle observa ses suivantes dérouler méticuleusement la robe de mariée. C'était une robe de soie blanche impressionnante, ornée de fils d'or et d'argent, de perles et de diamants minuscules. Dissimulant habilement sa bosse sous une cape flottante et un corset gainant, la robe n'offrait qu'une illusion d'amélioration. La servante Catalina, les yeux écarquillés de jeunesse, exprima son admiration. « N'est-ce pas magnifique, Votre Altesse ?» Isabelle sourit, mais son regard resta indifférent, digne d'une princesse espagnole dans sa robe. Au cours du mois qui suivit l'annonce de leur fiançailles, Isabelle avait rassemblé toutes les informations disponibles sur son futur époux, Léopold Charles. Il avait 23 ans, soit 5 ans de plus qu'elle. Réputé pour son amour de la musique et des mathématiques, il reçut une éducation méticuleuse à la cour de Vienne. Cependant, des rumeurs circulèrent sur ses faiblesses. Une mâchoire proéminente digne des Habsbourg, des accès de mélancolie et une fragilité physique prolongée. On frappa à la porte. Le médecin de la cour, Don Francisco de Quevedo, Rivadeneira, entra en s'inclinant. « Altesse, dit-il, je suis arrivé pour votre examen hebdomadaire. » Isabelle la congédia. Ces examens étaient embarrassants mais indispensables. Elle s'assit sur un tabouret sur mesure tandis que Don Francisco scrutait minutieusement le contour de sa colonne vertébrale. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Votre Altesse ?» demanda-t-il. « La douleur persiste comme d'habitude, » répondit-elle, affichant une acceptation lasse. « Je suis préoccupée par la cérémonie elle-même car une station debout prolongée l'aggravera. » Le médecin hocha solennellement la tête tandis que ses doigts exploraient en ses vertèbres déformées. « L'état progresse lentement, mais ne s'arrête pas. Pour le mariage, nous devons renforcer votre corset et prévoir du repos dès que possible. » L'espace d'un instant, Isabelle réfléchit, puis posa la question qui la taraudait depuis des semaines. « Don Francisco, soyez honnête avec moi, si j'épouse ma cousine, quelles sont les chances que notre descendance hérite de cette difformité ou souffre davantage ?» Le visage du médecin se raidit. C'était un sujet périlleux rarement abordé à la cour. « Madame, » commença-t-il timidement. Les traits observés chez les proches parents tendent à se manifester plus fréquemment chez leurs descendants.
bien que la médecine ait encore beaucoup à explorer en matière d'hérédité. Cela ressort clairement des observations interfamiliales. Anomalie, répéta Isabelle avec une pointe d'amertume. Ces termes sont délicats lorsqu'il s'agit de pathologies telles qu'une courbure vertébrale anormale, des mâchoires proéminentes ou des nourrissons qui ne survivent pas à leurs premières années. Don Francisco baissa les yeux sans nier. Certains chercheurs de l'université de Salamanque se sont intéressés à ce phénomène, observant des schémas au sein des familles nobles qui pratiquent fréquemment de telles unions. Non seulement des malformations physiques, mais aussi des problèmes de santé récurrents, une prédisposition aux maladies et des complications pendant la grossesse, notent ces chercheurs. Isabelle écouta attentivement ces propos. Elle avait déjà entendu des rumeurs de telles théories, mais leur résonance était plus forte lorsqu'elles étaient formulées par un médecin respecté. « Quelles sont leurs recommandations ?» demanda-t-elle. « Ils recommandent subtilement aux familles d'envisager d'élargir leur lignée en s'unissant à des personnes extérieures à leur famille immédiate, répondit le médecin. Les Habsbourg ont ignoré ces conseils pendant des siècles, déclara Isabelle d'un ton décisif à la fin de la séance. Cette discussion doit rester confidentielle entre nous. Il s'inclina profondément, promettant le secret. Peu après, Doña Mercedes fit irruption pleine de nouvelles réjouissantes. Altesse, l'archiduc Léopold Charles est arrivé à Madrid. Son cortège impérial est entré dans la ville. Le cœur d'Isabelle s'emballa. Des mois d'attente et de conjectures touchaient à leur fin. Demain, elle rencontrerait celui qui serait son époux, partageant non seulement son lit, mais aussi une lignée aux mêmes imperfections. Ce soir-là, dissimulée derrière une grille, Isabelle assista au festin de bienvenue. L'archiduc entra avec une grâce royale, grand et mince, ses cheveux blonds luisant sous la lumière des bougies. De loin, elle remarqua la légère inclinaison de sa tête, semblant masquer sa mâchoire proéminente. Accompagné de son précepteur, le comte von Arsch, et de nombreux nobles autrichiens, il fit son apparition. La cour espagnole se pencha en avant, impatiente. « Quel était votre avis, monarque ?» murmura Mercedes à voix basse. « Il a l'air d'un plutôt raide », répondit Isabelle à court de mots. C'était un personnage inconnu qui allait bientôt façonner toute son existence. Le grand festin se déroula avec faste. Isabelle observa son père discuter amicalement avec Léopold Charles. Elle remarqua les sourires enthousiastes des courtisans se disputant les faveurs des invités impériaux et les regards inquisiteurs des dames examinant son futur époux. Une fois le repas terminé, Isabelle se retira dans sa chambre, le cœur lourd de doutes. Demain, elle l'affronterait directement. Le lendemain matin, clair et lumineux, comme si le ciel lui-même avait favorisé l'union des lignées espagnoles et autrichiennes des Habsbourg. Isabelle passa des heures à se préparer. Ses cheveux étaient de parfumés, son visage poudré, sa robe bleue et argent douloureusement serrée. Le corset renforcé lui enfonçait la chair, mais elle le supporta avec le stoïcisme inculqué depuis l'enfance. « Vous êtes resplendissante, Altesse », la rassura Mercedes. Isabelle sourit faiblement, l'enchantement ayant peu d'importance dans une union politique. À l'heure dite, elle entra dans la grande salle, accompagnée de sa suite. La pièce scintillait de bannières dorées et cramoisies. Des courtisans se tenèrent le long des murs, le regard rivé sur elle. Elle se déplaçait lentement, le dos droit autant que le permettait le corset, masquant son inconfort. Devant le trône, elle fit une profonde révérence à son père. Le roi Philippe, dans une rare démonstration d'affection, lui serra la main. « Ma fille », annonça-t-il à la vue de tous, « j'ai la fierté de vous présenter votre futur époux, notre neveu bien-aimé, son Altesse impériale, l'archiduc Léopold Charles d'Autriche. » Les portes d'en face s'ouvrirent en grinçant. L'archiduc Léopold Charles s'avança, grand et posé, ses cheveux blonds et ses yeux bleus faisant écho à ses origines viennoises. Pourtant, sa mâchoire prononcée était indiscutable, l'emblème des Habsbourg gravé sur son visage. Il s'inclina gracieusement devant le roi. Lorsqu'il se leva, son regard croisa celui d'Isabelle pour la première fois. Dans son regard, elle ne décela ni pitié, ni dégoût, simplement de la compréhension, une subtile reconnaissance du poids qu'il partageait. « Je suis heureux de faire enfin votre connaissance, cousine », dit-il en lui saisissant la main et en l'embrassant délicatement. Sa voix avait un léger accent allemand. « Tout le plaisir est pour moi, cousine », répondit Isabelle, fidèle au protocole. Comme le voulait la coutume, il lui offrit un collier de diamants et de saphirs, symbole de l'unification de leur lignée. Tout en le lui passant autour du cou, il se rapprocha. Ses paroles murmurées étaient exclusivement destinées à elle. « J'espère que nous pourrons nous entretenir en privé prochainement. Il y a des choses que je souhaite divulguer, des choses qui ne sont pas dites en public. » Isabelle sentit une lueur de curiosité. Quel secret pouvait-il bien avoir envie de révéler? La cérémonie se poursuivit avec musique, discours et danse. Isabelle et Léopold Charles conservèrent leur position d'honneur, leurs échanges étant limités par l'étiquette.
Une fois les formalités terminées, ils furent autorisés à faire une courte promenade dans les jardins du palais. Léopold Charles lui dit doucement « Vous avez supporté la cérémonie avec un sang-froid remarquable, cousine. Je sais combien il a dû être difficile pour vous de rester debout si longtemps », ajouta-t-il. Isabelle le regarda, interloquée. C'était la première fois que quelqu'un évoquait votre état avec autant de franchise, sans tergiversation. « Votre franchise me prend au dépourvu, cousine », répondit-elle avec hésitation. Il sourit, et malgré sa mâchoire saillante, son expression adoucit ses traits. « C'est peut-être parce que je porte moi aussi les stigmates des décisions de notre famille. Ma mâchoire est aussi proéminente que votre dos. Inutile de prétendre le contraire, confia-t-il. Un mélange de soulagement et d'inquiétude emplit le cœur d'Isabelle. « Vous parlez avec une franchise peu commune, S'Altesse, répondit-elle. À Vienne, j'ai étudié auprès d'érudits, précisa-t-il. J'ai lu leurs ouvrages sur l'hérédité et la consanguinité. Ma curiosité n'est pas purement académique. Vous constatez que je fais partie de leurs hypothèses, murmura Isabelle avec prudence, attentive à ses auditeurs potentiels. Alors, qu'en pense-t-il, répondit-il solennellement. Ils prétendent ce que nous savons déjà. Les unions entre proches parents, de génération en génération, sont à l'origine de ces particularités. La mâchoire des Habsbourg, votre courbure, les problèmes de santé fréquents dans notre lignée. Elle s'arrêta près d'une fontaine en marbre, le ruissellement de l'eau masquant leurs paroles. Et pourtant, vous acceptez de m'épouser ? Ne vous inquiétez-vous pas pour notre descendance ? Son regard devint froid. J'en ai très peur, mais nous n'avons pas d'autre choix. L'Empire et l'Espagne exigent cette alliance. Nos préférences parentales personnelles ou le bien-être de nos enfants sont insignifiants comparés aux besoins de l'État. Une pointe d'amertume résonna dans sa voix, un sentiment qu'Isabelle partageait. Cependant, ces paroles ultérieures déclenchèrent en elle une émotion inattendue. Néanmoins, ajouta-t-il, je crois que nous pouvons faire la différence. À Vienne, les médecins cherchent des moyens de soutenir les enfants nés avec des faiblesses. Avec les moyens adéquats, nous pourrions inviter de tels hommes à nos tribunaux des Pays-Bas, déclara Isabelle, intriguée mais surprise, car elle n'avait jamais imaginé que son futur époux partagerait ses angoisses ou chercherait déjà des solutions. « Parlez-vous franchement, ma famille ?» demanda-t-elle, car de telles pensées pourraient être perçues comme un blasphème par beaucoup. « Chercher la vérité n'est pas un blasphème, rétorqua-t-il résolument. Si la sagesse peut soulager la douleur de nos enfants, alors il est de notre devoir, en tant que parents, de la rechercher. » Pour la première fois depuis que son père lui avait annoncé sa destinée, Isabelle ressentit une lueur d'optimisme. Ce mariage pourrait ne pas être l'emprisonnement qu'elle redoutait. En Léopold Charles, elle avait peut-être trouvé un allié. Les jours qui suivirent furent chaotiques, entre réceptions, rituels et formalités interminables. Isabelle eut à peine le temps de méditer sur sa conversation avec Léopold Charles. Chaque fois que leurs regards se croisaient, au milieu d'une assemblée animée, une subtile reconnaissance s'établissait entre eux. Héritiers par le devoir, mais liés par un désir ardent de changer le destin de leur famille. La veille du mariage, ses assistants étaient absorbés par les derniers préparatifs. Tandis qu'ils s'occupèrent de la cérémonie, Doña Mercedes s'approcha, murmurant doucement. « Inès !» L'inquiétude grondait dans les cercles de la cour. Certains membres du conseil craignent que cette union ne compromette la succession. Ils prétendent que réunir deux des lignées les plus accablées de notre famille pourrait être imprudent. Imprudent ? Isabelle serra les lèvres plus fort. Pendant des siècles, de telles unions ont été acclamées. Mais aujourd'hui, alors que les conséquences sont flagrantes, elles vacillent. Mercedes acquiesça solennellement. L'envoyé français conseilla même à l'Espagne de trouver du sang neuf pour la dynastie. Et qu'a dit mon père ? Le mariage aura lieu. Quiconque le conteste défie la monarchie. Isabelle prit une profonde inspiration. Son avenir était gravé dans la pierre. Demain, elle serait à la fois mariée et prisonnière de la tradition. Mais les paroles de Léopold Charles près de la fontaine résonnèrent dans son esprit. Le vœu d'apprendre, la promesse de défier subtilement. Il y avait encore de l'espoir. Le jour du mariage arriva, lumineux et sans un nuage. Les rues de Madrid étaient remplies de bannières, de fleurs et d'une foule joyeuse. Des nobles de toute l'Europe occupaient la cathédrale, impatients de la magnifique union de l'Espagne et de l'Autriche. Dans ses appartements, Isabelle supportait le resserrement douloureux de son corset de mariage, méticuleusement confectionné pour maintenir sa posture droite. « Plus serré !» ordonna-t-elle tandis que les servantes y tiraient sur les cordons. « Mais, Altesse, cela va provoquer un inconfort intolérable », avertit Mercedes nerveusement. « La douleur est déjà ma compagne constante », répondit Isabelle avec un léger sourire. « Au moins, aujourd'hui, elle aura un but. » Lorsqu'elle se contempla enfin dans le miroir, elle ne savait plus qui elle était. La robe de soie blanche et de brocart argenté tombait gracieusement en plis parfaits.
Une cape de perles et de diamants ornait ses épaules, dissimulant le contour de son dos, tandis qu'une couronne de fleurs d'oranger ornait son front, offrant aux spectateurs l'image d'une princesse idéale. Cependant, son regard trahissait le prix qu'elle payait. Le grand mariage religieux fut tout simplement spectaculaire. Cardinaux et évêques se tenaient devant l'autel. Escortée par son père, Isabelle descendit l'allée avec précaution, chaque pas étant une lutte contre la douleur, tout en conservant une expression sereine. Tous les regards étaient braqués sur elle, la jeune mariée dont le mariage devait consolider la plus puissante dynastie d'Europe. Léopold Charles se tenait patiemment devant l'autel, resplendissant dans sa tenue de cérémonie autrichienne. Le soleil filtrait à travers les vitraux, accentuant sa mâchoire proéminente, mais son attitude posée et son regard direct adoucissaient ce que d'autres percevaient comme un défaut. Lorsque leurs mains se touchèrent, Isabelle sentit un léger tremblement dans ses doigts, seul signe de nervosité. Sa voix était ferme lorsqu'il prononça ses vœux. Léopold Charles de Habsbourg vous promet Isabelle Marie-Eugénie comme épouse légitime. Quand vint son tour de parler, Isabelle s'exprima avec une résolution tranquille, s'étonnant même elle-même. Ces mots exprimaient non pas la résignation, mais la détermination, comme si elle découvrait une nouvelle détermination dans l'union qu'ils formaient. Après leurs vœux, un festin somptueux suivit. La musique résonna bruyamment, les tables grinçaient sous de lourds plateaux d'or et d'argent, et le vin coulait à flots. Isabelle s'assit à côté de son nouveau mari à la table d'honneur, son dos se crispant sous le corset. « Comment allez-vous, ma femme » murmura Léopold, tandis que la musique devenait suffisamment forte pour masquer leurs paroles. « Je supporterai » répondit Isabelle avec un sourire sardonique. Sous la table, il lui tendit discrètement une petite fiole. « Du laudanum » précisa-t-il doucement. « Quelques gouttes dans votre boisson soulageront la douleur. Mon médecin me le prépare. » Elle cacha la fiole dans sa robe. Cet acte, bien que modeste, semblait être la première véritable démonstration d'intimité entre elles, un secret qu'elles partageaient aux yeux du monde. Les courtisans bavardèrent discrètement derrière leurs éventaires, les émissaires étrangers discutaient de succession à voix basse, et les médecins royaux échangeaient des regards inquiets. Pourtant, le regard d'Isabelle se posait souvent sur son époux, observant le respect silencieux qu'il témoignait à tous ceux qui s'approchaient. Peut-être, songea-t-elle, ce mariage arrangé lui avait-il apporté plus de bienfaits que prévu. Le banquet finit par se terminer et la tradition imposait aux jeunes mariés de se retirer dans leur chambre nuptiale. Assistée par des nobles vigilantes, Isabelle fut dépouillée de ses habits de fête et revêtit une humble robe de soie et de dentelle. En ôtant le corset, elle ne put retenir un soupir de soulagement. « L'archiduc sera bientôt parmi vous », déclara la duchesse de Médina Sédonia d'une voix grave et pesante. « Rappelez-vous votre devoir envers la dynastie et la couronne. » Isabelle inclina la tête. Chaque reine savait que sa véritable valeur se déterminait par sa capacité à engendrer une descendance. Lorsque la pièce fut vidée, elle resta assise sur le grand lit à baldaquin, le corps endolori, les pensées turbulentes. Son époux réagirait-il avec dégoût ou pitié en voyant son imperfection dénudée? La porte s'ouvrit en grinçant. Léopold Charles entra silencieusement après avoir congédié son entourage. Il revêtit une robe simple, ses cheveux blonds dénoués tombant en cascade. « Bonsoir, ma femme », la salua-t-il en s'inclinant légèrement. « Bonsoir, mon mari », répondit Isabelle d'une voix plus posée qu'elle ne l'était. À sa surprise, il s'approcha du lit et s'agenouilla devant elle. « Avant de répondre aux attentes de notre famille ce soir, dit-il tendrement, je souhaite faire une promesse plus grande que celle que nous avons faite à la cathédrale. » Isabelle observa perplexe. « Je vous jure, Isabelle Maria Eugenia, poursuivit-il, de toujours vous traiter avec respect et honneur. Je ne considérerai jamais votre condition comme une honte, car je porte moi aussi les signes de notre lignée. Et je jure qu'ensemble nous nous efforcerons d'offrir à nos enfants, si le destin nous en accorde, les meilleures chances de vivre en bonne santé. » Des larmes menaçaient de couler des yeux d'Isabelle. Dans un royaume où les mariages étaient des échanges de pouvoir, ces paroles furent pour elle un cadeau inattendu. « Je reconnais votre engagement, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Et je vous jure loyauté, compréhension et camaraderie à travers toutes les épreuves. » Léopold se leva et essuya doucement ses larmes. « Ainsi, commençons notre mariage non pas comme des pièces d'un jeu politique, murmura-t-il doucement, mais comme des partenaires face au destin que notre famille nous a tracé. » Ce soir-là, ils accomplirent leur devoir dynastique. Pourtant, sous le poids de la tradition, quelque chose de délicat et de précieux commença à naître. Le respect, peut-être même la braise initiale de l'amour. 5 ans plus tard, le palais de Cudenbourg à Bruxelles brillait sous le soleil de l'après-midi. Isabelle, alors âgée de 22 ans, contemplait les jardins. Son charme s'était intensifié avec la maturité. Malgré la douleur persistante dans son dos, sa douleur était une présence constante plutôt qu'un aspect déterminant. Cependant, elle avait appris à persévérer, refusant de la laisser écraser son identité. « Votre Altesse » rapporta une servante, « Docteur,
Jean-Baptiste Van Helmont, célèbre médecin et alchimiste flamand, demanda audience. « Entrez » répondit Isabelle. Il arriva avec un lourd manuscrit, trouvant refuge sous son patronage et celui de Léopold après son exil. « Votre Altesse » s'inclina-t-il. « Mes récentes découvertes. » Il lui présenta le manuscrit, son contenu comprenant des arbres généalogiques, des notes médicales et des croquis. « J'ai scruté les familles nobles de Flandre et du Brabant » expliqua-t-il. « Comme la vôtre, elles se marient entre elles depuis des générations. Les tendances sont indiscutables. Défauts, fragilité, handicap, tout s'aggrave à chaque génération. » Isabelle étudia les schémas du bout des doigts. « Avez-vous trouvé un remède ?» soupira Van Helmont. « Pour l'avenir, la solution est évidente, du sang frais. Cependant, pour ceux qui sont déjà atteints, nous ne pouvons que soulager les symptômes, pas les inverser. » Isabelle referma le livre. Elle avait entendu des témoignages similaires de la part d'autres médecins. Les connaissances s'étendaient, mais les réponses continuèrent de leur échapper. « Votre honnêteté est appréciée, docteur, dit-elle. Votre travail pourrait potentiellement transformer l'Europe, même si beaucoup sont réticents à l'écouter. » Il s'inclina une fois de plus, puis présenta une petite fiole. « Ceci contient un baume à base de plantes orientales et de méthodes arabes. Cela pourrait soulager votre malaise. » Elle l'accepta avec gratitude. Quelques instants passèrent et Léopold apparut, emplissant la pièce de sa présence. À 28 ans, il était toujours beau malgré son imperfection, son intelligence et son charme éclipsant son défaut physique. « Ma chère, dit-il tendrement en la serrant doucement dans ses bras. J'ai des nouvelles. À Amsterdam, j'ai rencontré un médecin nommé Boerhaave, un pionnier. Il a accepté de rejoindre notre cour. » Le visage d'Isabelle s'illumina de joie. Leur cour bruxelloise était devenue un refuge pour les penseurs audacieux qui trouvaient Madrid et Vienne trop restrictives. Ensemble, ils avaient établi non seulement un centre de pouvoir, mais aussi un sanctuaire du savoir. Cependant, une inquiétude persistait. Une missive arriva de Madrid. Isabelle murmura « Mon père s'impatiente. » Après 5 ans, nous n'avons toujours pas eu de descendance. Léopold entrelaça ses doigts. « Nous n'avons pas échoué par manque d'efforts, dit-il teinté de tristesse. Peut-être est-ce la nature qui résiste à unir des lignées similaires. » Le regard d'Isabelle s'assombrit. Leur médecin de confiance avait évoqué la même possibilité. Leur infertilité pourrait être le pire héritage de la tradition des Habsbourg. Le conseil de son père suggéra divers remèdes, suggérant même un retour à Madrid pour se faire soigner. Mais Isabelle et Léopold savaient ce que cela impliquait. Pratiques superstitieuses ancestrales, prières et concoctions, rien de tout cela ne changerait la réalité. « Il est peut-être temps de prendre une position audacieuse. » finit par dire Léopold. « Nous avons rassemblé des preuves. Nous pourrions les exposer, persuader les dirigeants européens de mettre fin à ces mariages familiaux, de rechercher de nouvelles lignées. » Isabelle le regarda bouche bée, stupéfaite. Remettre en question une politique dynastique vieille de plusieurs siècles, c'était courir à l'exil. Peut-être plus encore, pourtant son idée l'attirait. « Alors, il faut avancer prudemment, » murmura-t-elle. « Si nous l'emportions, non seulement nous-mêmes, mais aussi l'avenir de notre dynastie pourrait être préservé. » Cependant, à cet instant, on frappa à la porte. Donna Mercedes apparut, l'air troublé. « Ambassadeur » annonça-t-elle, « l'ambassadeur espagnol est ici. Il porte une missive immédiate du roi Philippe. » Isabelle et Léopold échangèrent un bref regard. Ils comprirent que ce qui allait suivre pourrait affecter bien plus que leur union. Cela pourrait façonner le destin de toute la branche des Habsbourg.